Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Avec Antoine Robitaille et Alexandre Dubé. Antoine, je vais commencer avec toi parce que je sais que tu nous quittes plus tôt. Alex, qu'est-ce que tu veux, t'es pogné avec moi au bout de temps. Oui, c'est correct. Oui, c'est correct. D'abord, Antoine, c'est M. Bonnardel là, qui réplique à Bruno Marchand, qui refuse d'abord l'offre d'envoyer la Sûreté du Québec aider le SPVQ. Pendant ce temps-là, tu as des crapules qui s'organisent. Il va falloir que ça soit cohérent un peu, l'approche politique de tout ça. Puis les crapules s'arrangent pour sévir dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de policiers. Hein. Et c'est ça c'est difficile. C'est pour ça qu'ils vont. C'est ça, Frampton, exactement. C'est ça qui est inquiétant. Donc, c'est un autre débat ou c'est une autre querelle entre Québec, le Québec du maire Marchand, puis le gouvernement du Québec. Je trouve que ça commence à être pénible. Ces deux-là, ils devraient apprendre à travailler ensemble. Je pense que c'est ce que les électeurs aimeraient. Ouais. Peut-être. Et c'est souvent, je trouve, le gouvernement du Québec qui fait des coups à Bruno Marchand. La semaine passée, c'était incroyable. Là. Ils ont dit on va faire une conférence de presse à midi sur cette question-là, c'est-à-dire le maire de Québec. Puis à midi 53, à 11h53, une lettre de M. Bonnardel a été coulée aux médias. Donc, M. Marchand s'est retrouvé en conférence de presse avec une lettre dont les médias avaient eu connaissance, mais dont le maire de Québec avait pas eu connaissance. Donc, je te dis, jusqu'où ça va aller, cette espèce de guerre entre le maire puis la ville de Québec? Je trouve que ça commence à être triste, puis je pense que les électeurs veulent pas ça, ni les électeurs de la CAQ, ni les électeurs éventuellement de Bruno Marchand. Ouais. Bon, un mot sur Pablo Rodriguez, Antoine? Il vient de donner une entrevue à Mario Dumont, une entrevue où la question, je pense, a été posée. La bonne question, c'est pourquoi passer du fédéral au Québec? Pourquoi traverser le pont Alexandria? Qu'est-ce qu'il veut faire avec le Parti libéral du Québec? Puis là, sa réponse a été assez claire. C'est-à-dire qu'il veut un Québec pour tous. Donc, il considère qu'aujourd'hui, avec le gouvernement de la CAQ, il n'y a pas un gouvernement, il n'y a pas un Québec pour tous. Et l'exemple qu'il a donné, c'est les anglophones qui se sentent pas au Québec, qui se sentent pas faire partie du Québec. Imagine-toi donc. Ah. Il nous a ressorti l'histoire des soins de santé. Je t'en prie. Je te jure. Et oui, il a vraiment dit, là, tu sais, il y a certains moments dans ta vie où tu veux pouvoir parler ta langue. C'est quand tu es malade puis tu vas à l'hôpital. Les pleureuses qui recommencent. Écoute, je peux pas croire. Tu sais, je sais pas si tu te souviens, en 2022, moi, j'avais posé la question encore et encore aux élus, aux nouveaux élus libéraux. Vous avez écrit, parce qu'il avait écrit une lettre, il l'avait publiée dans The Suburban, juste dans The Suburban, et il y a plein de candidats libéraux qui ont été élus par la suite qui disaient, nous, si on prend le pouvoir, ben, on va éliminer les articles dans la loi 96 qui empêchent les anglophones d'avoir accès aux soins de santé en anglais. Et là, tous ces gens-là sont élus, puis ils donnent des points de presse. Alors moi, je posais toujours la même question, notamment à Désiré McGraw. Quel article dans la loi 96? Quel article? Puis, il y en a-tu un? Il n'était pas capable de répondre, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas d'article qui empêche, c'est-à-dire qui interdit ça du tout, là. Et là, il y a eu une directive où tu pouvais peut-être penser qu'il serait possible à un moment donné, tu sais, que quelqu'un dise, vous parlez quelle langue quand vous rentrez à l'hôpital? Non, mais ouais. Alexandre, as-tu séché tes larmes? Es-tu encore ému ou es-tu correct? Non, mais ça, c'est la bonne vieille technique de l'épouvantail, hein. Là, vous allez pas pouvoir vous faire soigner en anglais dans le système de santé. C'est pas vrai, il y a personne qui peut se faire soigner dans le système de santé, les gars. Que tu parles français, que tu parles anglais, tu vas entendre égal.
Viens-tu de vous la régler, la question? Hey, non, mais dans non, mais- Pablo... Hey, j'ajouterais, Alexandre, que les derniers cas qui ont été soumis aux médias, c'était des cas de personnes qui pouvaient pas se faire traiter en français à Montréal. Hein? Il y a le cas de cette pauvre victime de viol qui a pas pu, à l'hôpital général de Montréal, avoir accès à une trousse médico-légale parce qu'elle parlait uniquement français. Alors, je veux dire, moi, j'avais demandé à Désirée McGraw, avez-vous des exemples? Elle dit, avec ma mère, une fois, ça a été un peu compliqué. Non, il y a l'exemple qui sort là, dans le Montreal Gazette, c'est un bonhomme en 2018 qui a été traité par les infirmières, mais le médecin lui a demandé pourquoi il parlait pas français après 20 ans au Québec. Là, ça a été bien vexé, mais il a été soigné pareil. Moi, c'est l'histoire qui sort tout le temps, là. Mais j'ai interrompu Alexandre. Je veux. Excuse Alexandre, je t'allais parler de Pablo. Non, mais ce que j'allais dire brièvement là-dessus, c'est que politiquement, je pense pas que ça va être une bonne stratégie parce que ce sera, je pense, son boulet à Pablo Rodriguez s'il commence à vouloir amener avec lui le bilan de Justin Trudeau, là, et les mensonges que M. Trudeau dit sur les radios anglophones, sur le dos des Québécois, sur le dos des francophones. Ça, politiquement, ce sera pas payant, à mon sens, pour lui dans cette course à la direction parce que là, Pablo Rodriguez s'est lancé. Là, c'est celui, je pense, dont l'aura dégage le plus, celui qui va générer davantage d'intérêt. On verra bien, en tout cas, si ça va se transmettre là, dans les sondages, si ça va paraître dans les sondages aussi. Mais s'il commence à défendre le bilan financier catastrophique de M. Trudeau, s'il commence à défendre toutes les politiques multiculturalistes de M. Trudeau au niveau de l'immigration, puis s'il commence à défendre justement... L'autre question, Alex... Ce que Trudeau répète là, sur le fait que les anglophones ne pourraient pas se faire soigner dans le système québécois, c'est totalement faux. Et ça, il va tirer dans le fond de sa chaloupe s'il fait ça, Pablo Rodriguez. Mais l'autre question là, à Pablo Rodriguez, je ne sais pas si quelqu'un l'a posé, mais s'il n'est pas chef du parti, est-ce qu'il va se présenter comme député? Oh, c'est vrai. J'ai pas... M. Coderre, lui, en tout cas, lui, c'est déjà avancé. Lui, il va être député. Vous êtes pogné avec moi. Mais si Pablo on l'a pas entendu, chef, hein? C'est vrai, on l'a pas entendu répondre à cette question-là. Il veut pas venir en entrevue avec moi, il m'aime pas, Pablo. Parce que À cause de tes commentaires sur ses cheveux? Non, pas ça, c'est drôle. C'est même pas méchant, je suis juste jaloux. Mais non, c'est juste quand il pétait des crises à la Chambre des communes, puis il se mettait à beudeler, là, tu sais, comme quoi le Parti libéral était le... pas besoin de ça dans la vie. Ouais, puis c'est encore une question linguistique, là, tu sais. Puis, est-ce qu'on doit rappeler aux libéraux qui ont 7% d'appui chez les francophones? Ben oui. Je veux dire, c'est pas, l'idée, c'est pas de taper sur les anglophones, je veux dire, la loi 96, elle tape pas ces anglophones, là, elle fait en sorte d'assurer qu'on a une langue commune. Qu'ils arrêtent de nous faire chier, puis qu'ils apprennent le français. Fin d'histoire, fin de la phrase, tu sais, ils disent tout partout, là, les anglophones ont jamais été aussi bilingues, à 86 ou 8%, je me souviens plus des chiffres. Bon, ben arrêtez de nous faire suer, là, puis arrêtez de nous écœurer avec ça, parce qu'il y a des problèmes bien plus urgents. Puis si t'apprends pas le français au Québec, après 20 ans, après 30 ans, 40 ans, qu'est-ce que déménage? Vas-y en Ontario, vas-y vivre en anglais, ben arrête de nous faire chier. Moi, je suis plus capable. Là, je suis plus capable. Tu sais, il y a des urgences, il y a des infirmières, des médecins, il y a des gens qui sont pas traités, qui attendent 1 an pour être soignés pour un cancer. Puis là, ils sont là, puis ils disent, because they didn't talk to me in English, so I'm not happy. So go yourself. C'est assez. Là, à un moment donné, ça suffit. On trace la ligne. De toute façon, moi, j'aimerais, avec caméra cachée, aller me promener dans les hôpitaux anglophones à Montréal. Ben oui. Puis aborder les gens en anglais, je suis certain qu'on aurait 100% de service. Il y a aucun endroit où on virait quelqu'un. La liste d'hôpitaux anglophones là, est assez longue. Là. Vous avez l'embarras du choix ou le choix de l'embarras. Nordvolt, avant que tu t'en ailles, toi, M. Robitaille? Ben, écoute, Paul Saint-Pierre Plamondon, tout à l'heure, a demandé un débat d'urgence sur la question. Et évidemment, Nathalie Roy consentira jamais un débat d'urgence sur la question de Nordvolt parce que ça devient vraiment inquiétant. Là, c'est 1600 emplois qui sont coupés en Suède. La compagnie se fait très rassurante dans ses commentaires là, sur le projet québécois, mais écoute, quand on lit sur Nordvolt actuellement, le mot faillite est évoqué. Et la possibilité d'une faillite est évoquée dans plein d'articles dans les journaux suédois. Je suis comme bien des journalistes, je suis allé voir.
Et donc, débat d'urgence, c'est vrai que ça serait intéressant pour savoir combien on a mis là-dedans jusqu'à maintenant. Là, Michel Girard a parlé de 700 millions. Ouais. Le premier ministre en chambre a dit non, on a mis 250 millions pour acheter le terrain ou 200 quelques millions pour acheter le terrain, puis 200 dans la compagnie mère, mais c'est des débentures, donc on va pouvoir récupérer ça. Mais est-ce qu'il y avait prévu dans le fameux contrat que personne n'a vu, si une façon d'aller chercher nos billes si jamais ça fait faillite? Donc, c'est vrai qu'un débat d'urgence, ça serait intéressant. Puis Paul Saint-Pierre Plamondon a ressorti une citation savoureuse de François Legault en 2017 qui disait « Ça prend un débat d'urgence sur la C-Series de Bombardier parce qu'on a beaucoup investi là-dedans, puis ça a été un investissement vraiment imprudent de la part du gouvernement Couillard. » Et je veux dire, tu changeais C-Series pour Nordvolt, là, c'était exactement le même raisonnement. Et il y avait eu un débat d'urgence. Donc, dans ce cas-là, ça avait marché en 2017. Donc, ça serait, je trouve, juste une idée intéressante quand même, parce que même les libéraux, là, ont attaqué là-dessus, puis il y avait des bons points, là. Mais Alexandre, qu'est-ce qui se passe avec ce projet? Alexandre, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux demander d'être remboursé par Nordvolt? Ben, écoute, Benoît, honnêtement, sur le plan des communications et des relations publiques, à mon sens, à moi, Nordvolt fait une erreur ici en Amérique du Nord en se terrant dans le silence ou en se cachant derrière des communiqués de presse, là. Là, il faut que Paolo Cerruti accorde des entrevues, qui viennent au micro de tous les médias, qui fassent une conférence de presse, puis qui donnent leur juste sur ce qui se passe ici. Parce qu'on n'est pas plus fou qu'un autre, là. On suit ce qui se passe de l'autre côté en Europe. Tu sais, que tu regardes... moi, j'ai refait un petit peu là, le recensement des mauvaises nouvelles. Là, il y a celle de ce matin. Suppression de 1600 emplois en Suède. Sur les 6000, c'est 27 % de son effectif, Benoît. 27 %. Après ça, problème de structure financière. La Suède qui vient pas en aide à Nordvolt. La des activités. On priorise certains projets en Europe, on tire la plug sur d'autres. BMW qui annule sa commande de 3 milliards en juin. Puis là, au Québec, on nous annonçait des délais de 18 à 24 mois de retard. Minute, là. Nordvolt doit aussi des réponses aux Québécois. Il y a de l'argent public dans ce projet-là. Je comprends que toute la subvention en termes de milliards de dollars fédérales, provinciales qu'on nous annonçait en grande pompe il y a à peu près un an, souviens-toi, les choses bougent vite, hein? Oui. Dans le monde technologique et dans le monde politique. Mais il faut absolument que Nordvolt sorte sur la place publique là, et réponde aux questions des médias. Ça n'a pas d'allure. On me texte là, que les libéraux appuient la demande de débat d'urgence. Donc, avec raison. Oui, ça serait vraiment intéressant justifié. qu'on ait ça au Parlement. Là, qu'on ait ça au Parlement. OK, mais pour apprendre quoi? Ben, pour savoir exactement, d'abord, combien on a mis dans ce projet-là jusqu'à maintenant. Est-ce que c'est 700 millions? Ou est-ce que c'est seulement 200 millions ou 400 millions, dont 200 qu'on va pouvoir récupérer facilement? Est-ce qu'on a une clause qui nous protège dans ce fameux contrat-là? Tu sais, je te lisais l'autre jour une citation d'un chroniqueur suédois qui disait, il y a pas plus tard que la semaine passée, dans son article, et merci à la traduction automatique de nos logiciels, là, parce que je te dis, en mon suédois est pas encore très bon. Ouais. Il ne sert à rien d'injecter plus d'argent dans le trou noir des investissements qui est devenu Nordvolt. Ça serait fantastique si la Suède disposait d'un fabricant de batteries performant, mais ce ne sont pas les contribuables qui devraient supporter le coût de l'investissement. Hey, tu sais, quand tu as des chroniqueurs qui sont rendus qui disent ça là-bas, trou noir, moi, tu sais, c'est fort, là. Gouffre sans fond. Parfait. Antoine, on te libère. Merci. Hey, merci. À demain, les amis. Salut. Salut. Alexandre, il y a M. Legault qui rencontre le président de la Fédération des médecins spécialistes. Ouais, ça, j'ai hâte de voir ça. Bon, quand même, c'est une première rencontre entre les deux, Dr Vincent Oliva, Fédération des médecins spécialistes. Bon, c'est peut-être un peu étonnant que Québec n'a pas amorcé encore les négociations avec les médecins spécialistes, mais Benoît, quand tu regardes tout ce qu'il y a à faire, tu sais, il y a la négociation avec le syndicat des médecins de famille. Il y a, ben là, est-ce que c'est en voie de se régler? On le saura à la mi-octobre lorsque les membres de la FIC vont voter là-dessus, mais il y avait aussi des négociations compliquées avec la FIC. Là, le conciliateur est venu faire avancer le dossier.
Mais j'ai hâte de voir. Les enjeux sont grands avec les médecins spécialistes. Puis on parle, entre autres, dans cette rencontre-là, à l'accès au bloc opératoire. Puis ça, c'est vrai que souvent, c'est un fléau. Les blocs opératoires, à plusieurs endroits, ne sont pas optimisés. Hey, ça fait combien de temps qu'il dit ça, Alex? Non, mais... Gaétan je sais, mais Benoît, quand c'est président. pas... Non, mais à l'époque de Gaétan Barrette, il me disait ça il y a 15 ans, il y a 20 ans. Ben oui, alors t'imagines la catastrophe, t'imagines le retard en chirurgie qu'on a perdu à chaque année, justement en n'optimisant pas ces blocs opératoires-là, quand c'est pas des manchettes qu'on voit. Mais on n'a pas trouvé de solution en 20 ans. Les médecins spécialistes disent, on veut opérer, on n'a pas accès au bloc opératoire. OK, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a Geneviève Biron, là, la gourou, pour régler tous les problèmes à 650 000 par année avec la voiture de luxe fournie. Qu'est-ce qu'elle fait de ces journées? Une voiture de luxe. C'est une Mazda. Ben, ça peut être de luxe. Ben équipé, crinqué, là, ça peut être pas pire. C'est sûr que comparé à ton Tucson, tout est une voiture de luxe, là, Benoît. Là. Exactement. Moi, je connais la valeur $1. Mais non, mais sérieusement, là, ça fait 20 ans qu'ils disent, les médecins spécialistes, on veut avoir accès au bloc opératoire, on veut des infirmières disponibles, on veut pouvoir mais il y a toujours opérer. Quelque chose. Quand c'est pas des problèmes d'horaire, c'est des mouches au bloc opératoire à certains endroits. Tu vois les manchettes. Non, mais c'est vrai. C'est fascinant de voir ça. Puis pendant ce temps-là, les patients attendent, sont sur des listes d'attente. T'attends 1 an, t'attends 2 ans. Là, tu souffres chez vous. Puis là, t'as la tentation d'aller au privé. Mais il va falloir que ça va te coûter un bras puis une jambe. C'est profondément injuste ce qui se passe là. Puis j'ose espérer qu'il faudra trouver des solutions parce que, encore une fois, puis on va leur dire, mais tu as raison sur le fait qu'on le répète à chaque année, le statu quo n'est pas acceptable à la quantité d'impôts qu'on paye puis à la quantité d'argent qu'on injecte dans notre système de santé. Oui. Puis on ne peut pas dire que les médecins ne veulent pas travailler. Ils ne demandent que ça. Puis là, on ne leur fournit pas les outils. C'est complètement aberrant. Puis les patients attendent, comme tu dis. Il y a ça, l'absence à l'école pour des cours de conduite. Je répète aussi, l'absence des gars le vendredi après-midi parce qu'ils partent en tournoi de hockey. Il va falloir que l'école soit une priorité au Québec, là. Tu te dis, j'en reviens pas. Moi, quand j'ai vu la une du journal, là, pour ceux et celles qui l'ont peut-être pas vu, là, c'est qu'il y a de plus en plus d'élèves qui s'absentent en classe pour aller suivre leur cours de conduite. Le problème, semble-t-il, la raison qui est invoquée du côté des écoles de conduite automobile, c'est qu'ils ont de la difficulté à recruter du personnel. Alors là, les cours sont offerts du lundi au vendredi de jour. Oui, mais qu'est-ce que les jeunes ont de jour du lundi au vendredi? Ben oui, ils ont de l'école. Moi, je comprends pas pourquoi on n'adapte pas. Je comprends là qu'on a de la difficulté à recruter du personnel, là, mais travailler le soir, travailler les fins de semaine, ça n'a jamais tué personne. Là. Ouvrez à 2h l'après-midi au lieu d'ouvrir à 9h le matin. Ben non, mais là, à un moment donné, là, tu veux travailler ou tu veux pas travailler, là? Moi, il n'y a pas personne. Moi, je travaille de matin, la fin de semaine. Il n'y a personne qui va me faire brailler, qui ne veulent pas travailler la fin de semaine ou le soir. Là. Non. Votre clientèle, c'est les jeunes. Pouvez-vous arrêter de vous regarder le nombril puis de penser à votre clientèle? Les jeunes qui vont à l'école du lundi au vendredi 2 jours. Ben oui. T'sais? Alors là, vous pensez à votre horaire à vous. Là. Vous pensez à votre bien-être à vous. Oh, on a de la misère à recruter. Mais le bien-être des gens pour qui vous faites ça, là, les cours de conduite, et puis en ça plus, ne devrait pas passer en premier, il me semble. Le soir, à part l'heure de pointe, il y a moins de congestion. Tu pratiques mieux. Je ne sais pas. C'est sûr que... C'est sûr, Benoît, qu'un parallèle, mettons, là, sur, je sais pas moi, sur René Lévesque, c'est un petit peu moins stressant quand c'est pas dans la congestion. On va se le dire. Oui, pour la première fois, oui. Même pour la 5e. Mais effectivement, c'est une industrie. Là, Jean Boulet pourrait intervenir et dire non. Là, vous ouvrez ou vous ouvrez pas. Ou, c'est comme tu dis. Là. Ils veulent pas travailler. Puis là, il faut que les jeunes manquent l'école pour suivre des cours de conduite. C'est ridicule. Ben, ça, c'est inacceptable. Ça, je suis d'accord avec le ministre Drainville que c'est pas une excuse. Là. C'est pas une justification d'absence à l'école. Comprends-moi bien, Benoît. Là. Moi aussi, j'avais hâte d'avoir mon permis de conduire. Moi, j'ai grandi en Abitibi, à Rouyn-Noranda. Moi, avoir mon permis de conduire, là, j'avais hâte. On n'a pas de métro là-bas. Là. Non, mais tu avais un permis de conduire de tracteur. Ah oui, c'était tracteur. Ben oui, tracteur de ferme, tout. Ça. Ouais. Écoute, je conduisais un 10 roues, moi, à 16 ans. Écoute, non, des blagues. Mais j'avais hâte d'avoir mon permis de conduire. Alors, je comprends, moi, la fébrilité des jeunes. On a tous hâte là, de l'avoir. Mais ça m'a fait sourciller. Quand j'ai vu l'explication, c'est correct, la pénurie de main-d'œuvre. Ouais.
Ça m'arrive à l'occasion. De le sourciller. droit. Mais je trouvais qu'on n'avait pas les priorités à bonne place. C'est quoi l'entente Pour les jeunes qui entre ont fait ça, pensez donc, jeunes. Ben oui. L'entente entre le SPVM puis la police du Nunavik? Ça va être annoncé à 13h30 cet après-midi. En fait, c'est que les 2 corps de police vont être jumelés pour aller à la rencontre des communautés autochtones, entre autres la communauté inuit qui sont à Montréal. On connaît, boy. entre autres. Bon, non, mais tu sais, c'est pas drôle ce qui se passe là, avec l'itinérance, avec la toxicomanie. Puis tu sais, il y a toute la question autochtone là-dedans. Moi, je vois ça d'un bon œil, ce partenariat-là. Je vois ça quand même d'un bon œil. Tu sais, ça va aussi dans les équipes où tu jumelles un travailleur social avec un policier pour que le policier fasse son travail, puis que le travailleur social fasse son travail. Là, il y a la réalité autochtone. Moi, je vois pas ça d'un... Là, on dirait que c'est toi qui sourcilles, Benoît. Moi, je vois pas ça d'un mauvais œil du tout. Je sourcille du toupette un peu parce que là, tu sais, toute l'approche, j'avais Jean Bourbeau d'Urbania là, qui a passé 7 jours dans une tente, là, tu sais, puis... Mais c'est parce qu'on dirait que l'approche communautaire, bienveillante, je suis désolé, on dirait que ça marche pas. Parce que là, les campements se multiplient, les gens sont pas heureux, ils vivent dans des dompes. Tu sais, rue Notre-Dame, là, il y a des images dans la vidéo d'Urbania, ça n'a pas de sens, tu sais, c'est sale, ils sacent tout à terre, c'est une vraie dompe. Là, tu sais, est-ce que ça, c'est bien? Est-ce qu'il serait pas temps de dire, toi, bonhomme, on t'embarque, puis on va te soigner? Parce que on peut pas les laisser vivre comme ça, c'est insensé. Non, mais c'est sûr que, Benoît, il y a le tissu social. Puis, tu regardes, tu donnes l'exemple sur Notre-Dame, c'est vrai, c'en est un. On a vu dans le village la détérioration du quartier, mais aussi humainement parlant. Là. Je veux dire, Ben moi, oui. je peux pas être insensible à ça. Là. Ouais. C'est des gens les plus poqués de notre société qui ont des problèmes. Puis souvent, c'est multifactoriel. Tu as des problèmes de santé mentale. Tu combines ça à des problèmes, par exemple, de consommation de drogue. Là, ça devient de plus en plus explosif et problématique. Ouais. Mais moi, dans ce cas-ci, je vois pas... Tu sais, je vois ça comme dans le fond, une ressource de plus. Ou le fait aussi, même la barrière, des fois, de la langue, la barrière de la culture. Alors, si ça peut aider, pourquoi mais pas? les refuges sont pleins. Non, mais je te rejoins sur un point. Benoît. Que là, à un moment donné, c'est le communautaire, puis l'approche. Tu sais, à un moment donné, il faut laisser les policiers être des policiers aussi. Faut laisser les commerçants être des commerçants, tu sais, puis à un moment donné, il faut arrêter de faire l'angélisme aussi. Il faut que les quartiers peuvent vivre aussi. Parce que là, on est prêt à tout sacrifier pour ça, parce qu'il n'y a pas de politique cohérente. Les refuges sont pleins, là, ça prend d'autres refuges. Tu fais d'autres refuges, comme les autoroutes, tu fais d'autres refuges, ils sont encore pleins. Mais là, tu deviens un pôle d'attraction. À la bonne place. Il faut que tu les mettes à la bonne place, ces refuges. Pas à 15 pieds d'une école. Moi, j'ai une couple d'idées là, pour la course au leadership en centre Montréal. Là. J'ai une idée en particulier d'un candidat là, pour aller là. 1 ou 2. Ah oui, qui ça? Ah, tu veux-tu nous nommer des noms? Non, je vais lui demander la permission avant. Ah, fais pas ton agace avec nous autres. Mais en tout cas, regarde, à cette personne-là ou à ces personnes-là que tu penses, dans deux gazettes ce matin, on avait le détail sur la course au leadership. Donc là, Benoît prend des notes. 15 octobre, ça, c'est le lancement de la course. Après ça, les gens qui vont être intéressés, 2 mois. Donc, on jusqu'au 15 décembre pour soumettre leur candidature. Okay. Et là, la procédure, 200 signatures de membres, dont 100 nouveaux membres. Puis il faut amasser 15 000 $ en donation. Et là, la date que tu dois encercler à ton calendrier, c'est le 16 février. C'est à ce moment-là qu'il y aura un nouveau chef pour Ensemble Montréal. Et ce sera la première fois dans l'histoire de ce jeune parti municipal qu'il y aura une vraie course. Parce que, souviens-toi, les 2 fois, c'était Denis Coderre d'un à sa fondation. Puis après ça, Denis Coderre qui est revenu. Il y a eu des gens un peu par intérim. Mais là, ce sera un réel adversaire à la mairesse Valérie Plante qui aura tout un bilan à défendre lors des prochaines élections municipales. Là, que ce soit les problèmes de circulation dans sa ville, problèmes d'itinérance, toxicomanie, crise du logement, malpropreté. Alors, c'est un affrontement qu'on anticipe, je te dirais, sur le plan politique, mais j'ai bien hâte de voir, j'entends moi aussi des noms, mais j'ai hâte de voir qui sera à la tête de ce parti. Je vais t'envoyer un mot, je vais te dire qui, puis on s'en parlera demain. Ah, c'est bon ça. C'est bon, Okay. parfait. Merci Alex. Allez.